Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une affaire non résolue qui parle de la disparition de Shelly Mook. Aujourd'hui sa disparition reste toujours un mystère. Commençons sans plus tarder. Shelly Mook est née le 29 juin 1986. Elle est originaire d'Edinburgh en Pennsylvanie. En 2011, au moment des faits, c'est une jeune femme de 24 ans qui vit dans le Tennessee avec sa fille de 6 ans appelée Liliana. C'est une mère célibataire, elle est séparée du père de sa fille qui est Tyler Mook et lors du drame, par contre, elle a un nouveau petit ami. Shelly est enseignante depuis 2 ans à la Harris Middle School du comté de Bedford. Elle enseigne la lecture et les arts du langage en 8e année. Et c'est une excellente enseignante, elle est très appréciée, que ce soit des étudiants ou des professeurs. Shelly Mook a été vue pour la dernière fois vers 15h30 le lundi 28 février 2011 lorsqu'elle a quitté son travail à l'école et s'est rendue chez son ex-mari, donc Tyler, pour déposer leur fille. Après avoir déposé Liliana, elle avait rendez-vous à Murfreesboro à 16h30 pour rencontrer l'agent d'entretien de son nouvel appartement. En fait, Shelly, qui vivait à Shelbyville jusque-là, avait emménagé le week-end précédent dans un appartement à Murfreesboro et devait rencontrer donc l'homme d'entretien concernant des travaux à faire. Sauf que Shelly n'est jamais arrivée à son rendez-vous. Puis c'est quelques heures plus tard, dans la nuit du 28 février au 1er mars, que sa voiture a été retrouvée en train de brûler dans le sud-est de Murfreesboro. C'est à minuit et demi que sa voiture a été retrouvée abandonnée et calcinée dans un champ à proximité. Au début, la police ne s'est pas douté qu'il pouvait s'agir d'un acte criminel. En fait, ils se sont dit qu'il s'agissait peut-être d'une voiture volée et abandonnée là, comme de nombreuses autres voitures brûlées auxquelles ils avaient déjà eu affaire, mais sans savoir que c'était bien plus grave que ça. Et c'est le lendemain, le mardi 1er mars, personne ne s'est rendu compte de l'absence de Shelly puisqu'elle avait pris sa journée de congé. Elle n'avait donc pas cours à l'école. Cependant, sa meilleure amie, qui s'appelle Brittany Brooks, commença à s'inquiéter car elles avaient l'habitude de s'appeler régulièrement et comme Shelly n'avait pas donné de nouvelles de la journée, elle a passé des appels pour savoir si quelqu'un avait des nouvelles d'elle. Et c'est le lendemain, le mercredi, que Shelly aurait donc normalement dû se présenter à l'école. Bon, bien sûr, ça n'a pas été le cas. Pour le directeur de l'école, ça a tout de suite paru étrange. Il a su que quelque chose s'était passé. Il savait que si elle avait dû s'absenter, elle aurait appelé pour l'en informer. Donc, il a tenté de la contacter et ça à plusieurs reprises, mais en vain. Puis finalement, c'est son ex-mari, Tyler, qui a signalé sa disparition à la police en déclarant qu'elle n'était pas venue récupérer leur fille chez lui. Et c'est quand Tyler a signalé sa disparition que les agents de police ont fait le lien avec la voiture brûlée. Car rappelez-vous, la police pensait que c'était simplement une voiture volée, abandonnée et brûlée là. Donc ils ont retracé la plaque d'immatriculation menant alors à Shelly Mook, la femme qui venait donc d'être déclarée disparue. L'affaire a donc pris une toute autre tournure. Et c'est là donc que la voiture de Shelly a ensuite été emmenée par le TBI. Le TBI, c'est en fait le bureau d'investigation du Tennessee. Donc elle a été emmenée pour des tests médico-légaux. Et lors des tests, ils ont déclaré qu'il ne restait déjà plus grand chose de la voiture et que la voiture avait bien été incendiée intentionnellement. Il s'agissait donc bien d'un acte criminel. Ils ont alors tenté de trouver des preuves, de trouver des indices, mais malheureusement tout avait été détruit. La police a ensuite commencé à retracer les pas, les trajets de Shelly. Donc, elle avait bien quitté le travail, puis elle s'était bien rendue chez son ex-mari. D'ailleurs, nous regarderons dans 2 minutes le témoignage de son ex-mari. Ensuite, la police a découvert donc qu'elle avait un rendez-vous avec l'homme d'entretien de son appartement. La police a alors interrogé cet homme et l'a complètement innocenté. Ensuite, c'est le nouveau petit ami de Shelly qui a été interrogé et il a aussi été innocenté. En fait, les 2 hommes avaient 2 solides alibis et facilement vérifiables. Donc, ils ne sont absolument pas impliqués dans la disparition de Shelly Mook. Puis, très rapidement, les soupçons se tournent vers son ex-mari, Tyler Mook, pour plusieurs raisons. D'abord, la voiture brûlée de Shelly a été retrouvée non loin de chez lui. Ensuite, c'est sa déclaration qui est très étrange. En fait, au départ, il a déclaré que Shelly était venue déposer leur fille puis qu'elle était repartie. Et il a dit donc avoir signalé sa disparition le lendemain quand elle n'est pas venue la récupérer.
Sauf qu'il a ensuite changé sa déclaration. Lors de son second interrogatoire, il a dit à la police que quand elle était venue déposer leur fille, eh bien Shelly devait lui rendre une boîte contenant des affaires à lui. Ensuite, il se serait aperçu qu'elle était bouleversée. Et donc ils ont discuté, et c'est en discutant que Shelly lui aurait dit qu'elle pensait que son petit ami l'a trompée. Ensuite, il a déclaré que Shelly était restée chez lui pendant environ 1 heure et qu'ils avaient fait l'amour. Puis qu'elle était partie faire quelques courses en lui promettant de revenir plus tard dans la soirée avant 22 heures. Sauf qu'elle n'est jamais retournée chez lui. En tout cas, Tyler est donc la dernière personne à l'avoir vue vivante. Donc les enquêteurs, là, ils ont commencé à creuser sur Tyler. D'abord, la police a découvert qu'il avait des antécédents de violence domestique. Ensuite, ils ont trouvé qu'il n'était pas très coopératif avec eux. Il ne participait pas non plus aux recherches pour retrouver Shelly, donc c'était bizarre. La police a alors rapidement obtenu un mandat de perquisition pour fouiller son domicile à la recherche du moindre indice. Mais malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Et à savoir aussi que peu de temps après cette fameuse perquisition, eh bien Tyler a déménagé, il s'est enfui en Floride. En tout cas, lui, il a toujours nié avoir quoi que ce soit à voir dans la disparition de son ex-femme. Voyons maintenant un peu plus en profondeur la relation qu'entretenaient donc Tyler et Shelly pendant le temps où ils ont été mariés. Eh bien, ils se sont rencontrés en Pennsylvanie lorsque Shelly avait 18 ans et Tyler, lui, en avait 6 de plus. Ils se sont mariés peu de temps après leur rencontre et ont eu un bébé. Puis, ils ont déménagé dans le comté de Bedford. Et leur mariage a été difficile car Tyler se montrait abusif avec elle, parfois cruel, il lui est arrivé de la pousser, etc. Donc, après 6 années tumultueuses de mariage, eh bien, ils ont fini par divorcer en 2009. Shelly a ensuite quitté donc le domicile conjugal et elle s'est installée dans un petit appartement d'une ville voisine et elle a ensuite commencé à travailler donc comme enseignante. Donc, ça faisait 2 ans qu'ils étaient séparés quand elle a disparu. Ensuite, après le divorce, eh bien, ils ont obtenu la garde partagée de Liliana. Shelly en avait la garde principale. Puis c'est là donc qu'elle a rencontré ensuite son nouveau petit ami. Et malgré la séparation, eh bien, il y a eu encore quelques incidents. Par exemple, Tyler a été soupçonné d'avoir vandalisé le domicile de son ex-femme à 2 reprises. Il a été inculpé pour ça. Ensuite, il a été accusé aussi d'avoir essayé de faire sortir le véhicule de Shelly de la route. Bon, je n'ai pas plus de détails sur cet incident, toujours est-il qu'il n'a pas non plus été inculpé pour ça. En fait, dans les 2 cas, dans les 2 incidents, eh bien, aucune charge n'a été retenue contre lui. En tout cas, leur relation était donc restée encore tumultueuse après leur divorce. Pour reprendre maintenant avec l'enquête, eh bien on a très peu d'éléments. La police de Shelbyville a fouillé la maison de Tyler, ils ont aussi fouillé les alentours et dans tout le comté de Bedford, donc que ce soit sur terre, donc c'est-à-dire dans les champs, etc., mais aussi dans certains points d'eau, donc dans les rivières par exemple, etc. Mais malgré toutes les recherches, eh bien malheureusement ils n'ont jamais retrouvé le corps de Shelly Mook. La police a ensuite découvert l'endroit où le téléphone de Shelly a borné pour la dernière fois. Son téléphone a sonné plusieurs heures après qu'elle a été vue pour la dernière fois, donc à 15h30 le 28 février 2011. Je ne sais pas quel endroit il a borné exactement, bon, toujours est-il que l'endroit où il a borné parut étrange pour la police car les enquêteurs ne comprennent absolument pas pourquoi elle se serait rendue précisément à cet endroit-là. Et enfin, la police a interrogé sa fille Liliana, âgée de 6 ans. Et écoutez bien, elle a livré un témoignage pour le moins glaçant. Liliana a déclaré que le 28 février 2011, elle et sa mère sont arrivées chez son père Tyler. Elle a ensuite déclaré que sa mère l'a laissée dans le siège de la voiture et qu'elle est allée frapper à la porte de chez son père. Shelly est donc sortie seule de la voiture, elle est allée à la porte et elle a frappé, puis elle est entrée chez son ex-mari. Puis c'est quelques minutes plus tard que Tyler est sorti de la maison seul. Il s'est dirigé vers la voiture et l'a sortie de son siège auto. Puis il l'a emmenée dans sa chambre et lui a dit de ne pas sortir de la pièce et il a fermé la porte à clé. Ensuite, Liliana a déclaré ne pas avoir vu sa mère lorsqu'elle est entrée à l'intérieur de la maison. Donc c'est-à-dire qu'elle a vu sa mère entrer chez son père, mais elle ne l'a pas vue à l'intérieur et elle ne l'a pas vue ressortir.
Donc ce témoignage est très grave et il devrait être suffisant pour inculper Tyler. Bon, même si bien sûr il faut plus que ça pour arrêter quelqu'un et dans certaines situations, heureusement, car les faux témoignages existent aussi, mais dans ce cas-là, on a affaire à un témoignage d'une enfant de 6 ans qui a assisté à toute la scène, qui n'a aucune raison de mentir ni d'inventer un faux témoignage. Mais bon, dans tous les cas, ça n'a pas été suffisant pour l'arrêter. Et comme la police n'avait rien d'autre contre lui, puisque lors de la perquisition, rien n'a été trouvé chez lui, rien non plus n'a été retrouvé dans la voiture, et comme le corps de Shelly n'a pas été retrouvé non plus, eh bien les policiers se retrouvent sans aucun élément ni aucun indice pour le déclarer coupable. Et pour en revenir rapidement à Liliana, eh bien après la disparition de sa mère, les parents de Shelly et son père Tyler ont entamé une bataille judiciaire pour obtenir sa garde, chacun affirmant être plus apte à prendre soin d'elle. Et finalement, ce sont les parents de Shelly qui ont obtenu sa garde. Car lors de la comparution pour la garde de Liliana, eh bien certains témoins sont venus déclarer et affirmer que Tyler consommait et vendait des drogues illicites, qu'il avait été violent verbalement et physiquement envers Shelly, et il a aussi été découvert que Tyler avait demandé à sa fille de mettre le feu à la maison de son ex-belle-mère, donc la mère de Shelly, en lui donnant des allumettes à sa fille de 6 ans. Et toujours lors de la comparution pour la garde, eh bien Tyler a refusé de répondre à la plupart des questions concernant le jour de la disparition de Shelly. C'est étrange, il a évoqué une centaine de fois son droit au 5e amendement. C'est un droit en fait contre l'auto-incrimination. Bon, en tout cas, il n'a pas obtenu la garde de sa fille et lui ainsi que sa famille ont été interdits d'avoir tout contact avec Liliana. Bon, la famille de Tyler a ensuite fait appel de cette décision, mais elle a perdu. Et écoutez bien, après cette affaire de garde, il s'est produit quelque chose. En fait, la police a découvert que Tyler avait passé un appel au 911. Mais en fait, il n'a pas fait exprès de passer cet appel, c'est-à-dire que son téléphone était dans sa poche. Et donc, il a appuyé sans faire exprès sur le bouton d'appel d'urgence. This is 911. Do you have an emergency? Hello? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi personnellement, eh bien, ça m'est déjà arrivé que mon téléphone fasse des siennes dans ma poche. En tout cas, toujours est-il que lors de cet appel, qui a duré une vingtaine de minutes, tout a été enregistré. Lors de cet appel, on n'entend pas tout, forcément c'est brouillé car le téléphone est dans sa poche, mais on peut entendre malgré tout et comprendre une conversation entre Tyler et son père, où Tyler parle de Shelly, parle de sa disparition, mais aussi d'une voiture. Puis c'est au bout de 22 minutes que Tyler s'est rendu compte qu'il était en ligne avec le 911. Il a alors raccroché. Puis il a tout de suite rappelé le 911 en leur demandant s'ils avaient reçu un appel provenant de son numéro de téléphone quelques minutes auparavant et si la conversation avait été enregistrée. Did you get a call from this number here a couple minutes ago? Yes, we had an open line from it. What happens on that open line? Does it get recorded and stuff like that? Donc ça, c'est bizarre, c'est un nouvel élément suspect contre lui. Dommage que cette conversation est brouillée. Pour en revenir à la disparition de Shelly Mook, eh bien le 8 mars 2011, soit 8 jours après le drame, eh bien une récompense de $10 000 a été offerte pour toute information permettant de la retrouver. Puis la récompense a été augmentée et est passée à $20 000 en 2012. Toujours en 2012, la police a fouillé une gare de triage du comté de Franklin à la recherche de preuves, mais la recherche n'a malheureusement rien révélé. Donc à ce jour, son corps n'a jamais été retrouvé et sans preuve, eh bien personne n'a jamais été arrêté. Et c'est 3 ans après sa disparition que son ex-mari Tyler Mook, qui était toujours dans le viseur de la police, a été impliqué dans un incident. Écoutez bien. En 2014, le 4 octobre, Tyler Mook, alors en couple avec une nouvelle compagne qui s'appelle Robin Donetch, a été arrêté à Palm City en Floride après avoir tenté de la tuer. En fait, ça s'est produit après une dispute alors qu'ils étaient sur son bateau. Et déjà, à peine monté sur le bateau, Tyler était énervé car Robin était arrivé en retard. Apparemment aussi, il était alcoolisé. Ensuite, Tyler a démarré le bateau et il conduisait assez vite, assez rapidement. Et à un moment, Robin lui a donc dit de ralentir, elle le dit même plusieurs fois, elle le crie, elle lui dit qu'il va les tuer car elle ne ralentit pas.
Puis c'est une énième fois, elle lui demande toujours de ralentir parce qu'il continue vraiment à conduire trop vite, surtout qu'ils viennent de rentrer dans une zone où se trouvent des lamentins. Donc une nouvelle fois, elle lui dit ralentis. Mais Tyler en a eu assez, il a coupé le moteur et il s'est énervé. Il lui a d'abord arraché ses lunettes de soleil, il a pris son téléphone et il l'a jeté. Il aurait aussi essayé de lui arracher son haut de maillot de bain, puis ensuite c'est là qu'il a poussé et qu'il l'a fait tomber à l'eau. Il a ensuite sauté de lui-même dans l'eau pour lui maintenir la tête sous l'eau. Donc là, oui, il a tenté de la tuer en la noyant. Il était complètement fou de rage. Robin a réussi à se libérer, mais un court instant, car il l'a immédiatement rattrapé et replongé sous l'eau. Et sur le bateau, il y avait aussi en fait le frère de Tyler qui s'appelle Andrew et sa petite amie qui s'appelle Nicole. Mais comme ils étaient de l'autre côté du bateau, eh bien ils ont à peine eu conscience de ce qui était en train de se produire. Mais Robin a réussi une nouvelle fois lors d'un moment à ressortir de l'eau et à crier au secours. Donc c'est là qu'ils ont entendu et qu'ils sont tout de suite intervenus. Andrew, lui, il a tout de suite sauté à l'eau et il a réussi à maintenir son frère Tyler assez longtemps, ce qui a permis à Robin de s'échapper. Après cet incident, Tyler est remonté sur le bateau et aurait dit « Personne ne me manque de respect devant ma famille, je la tuerai ». Andrew, lui, était encore dans l'eau avec Robin quand un autre bateau est passé par là. Par chance, Robin a alors interpellé les personnes se trouvant alors sur le bateau et elle les a suppliés de la laisser monter avec eux. Donc, ils ont récupéré Robin et ils l'ont ramené sur la terre ferme. Et tout de suite après cette tentative de meurtre, eh bien Robin a signalé l'incident à la police qui est venue arrêter Tyler. Elle a déclaré que Tyler avait tenté de la tuer et qu'il aurait probablement réussi si son frère n'était pas intervenu. Tyler Mook a donc été arrêté et il a d'abord été accusé de coups et de blessures, puis de tentative de meurtre. Et en 2016, lors de son procès, sa défense a fait valoir qu'il avait simplement perdu son sang-froid et qu'il n'avait pas l'intention de tuer sa petite amie. À la fin de son procès, en tout cas, il a été reconnu coupable de tentative de meurtre et il a été condamné à 12 ans de prison. Et concernant la relation de Tyler et Robin, eh bien pour en parler brièvement, ils s'étaient donc rencontrés en Floride quand Tyler venait de déménager après la disparition de son ex-femme. En Floride, il a d'abord acheté un bateau, ensuite il a rencontré Robin, puis donc il a commencé une toute nouvelle vie. Robin, elle ne connaissait pas le passé de Tyler, elle ne savait pas dans quoi il était impliqué. D'ailleurs, pendant un moment, il lui avait même menti sur son véritable nom de famille. Par la suite, malgré tout, elle a commencé à faire des petites recherches sur lui sur internet. Et c'est là qu'elle a tout découvert sur lui. Et après ça, elle ne savait pas trop quoi faire. Elle en a alors parlé à sa mère, qui lui a dit aussitôt de s'éloigner de lui. Mais Robin a quand même parlé à Tyler. Elle lui a fait savoir ce qu'elle venait de découvrir. Donc lui, il en a profité forcément pour s'expliquer. Il lui a dit de ne pas y croire, que rien de tout ça n'était vrai, etc. Bon, Robin a voulu y croire, car c'était un beau parleur, donc elle a continué à sortir avec lui. En tout cas jusqu'à l'incident du bateau. Aujourd'hui, Tyler Mook est toujours en prison, donc il a été jugé pour la tentative de meurtre de son ex-petite amie, mais par contre, concernant son ex-femme Shelly Mook, eh bien il n'a jamais été accusé de sa disparition ou de son meurtre. Car dans l'affaire Shelly, eh bien malheureusement, il n'y a aucune preuve et elle n'a jamais été retrouvée. D'ailleurs aussi, depuis, il n'y a aucune activité sur ses cartes de crédit, ni sur son compte bancaire, ni sur son téléphone portable. Donc pour la police, c'est sûr, elle est décédée depuis tout ce temps et elle a été tuée. D'ailleurs, elle n'aurait jamais non plus laissé sa fille. Si elle était partie d'elle-même, eh bien elle aurait emmené sa fille avec elle, elle ne l'aurait pas abandonnée. Donc le seul suspect à ce jour est son ex-mari. Les amis et la famille de Shelly sont d'ailleurs convaincus que le coupable est aussi Tyler. Ils savent comment il s'est comporté avec Shelly, ils savent comment il est, ils savent qu'il a des antécédents de violence domestique. Ils en sont d'ailleurs encore davantage convaincus après sa tentative de meurtre contre Robin Donish. Donc ils sont sûrs que Tyler a tué Shelly. La famille de Shelly a aussi engagé un enquêteur privé peu de temps après sa disparition. Il s'agit de l'enquêteur Kevin Kill. Et lors de son enquête, il a découvert une vidéo de surveillance dans une station-service. Une station qui se situe à plusieurs kilomètres de chez Tyler. Et cette vidéo retrace les premières heures du matin après la disparition de Shelly le 1er mars. Et sur cette bande vidéo, on voit Tyler s'arrêter devant la benne à ordures pendant environ 5 à 10 minutes.
C'est étrange. En tout cas, pour le détective privé, eh bien Tyler est bien le coupable du meurtre de son ex-femme. Par contre, il pense également qu'il n'a pas agi seul. Selon lui, quelqu'un était soit présent ou est intervenu après pour l'aider. Car il suppose qu'il lui a fallu quelqu'un pour l'aider à se débarrasser non seulement du véhicule, mais aussi du corps. En tout cas, et malheureusement, c'est ainsi que se termine cette affaire. Je sais que vous n'appréciez pas tant que ça les affaires non résolues, qui est compréhensible, mais il est important pour moi d'en parler. Il est important de ne pas parler uniquement des affaires qui ont pu connaître une fin, car il y a tant d'affaires qui méritent aussi leur fin et leur vérité également. Je parle aussi de cette affaire car elle n'a pas non plus été vraiment médiatisée, elle reste très peu connue. Par rapport à d'autres affaires que j'ai traitées, eh bien j'ai trouvé aussi que peu de sources. En tout cas, je pense que pour nous tous, eh bien, Tyler Mook est coupable. Bon, le but n'est pas de faire non plus son procès dans cette vidéo, mais tout le lie à lui. Il a des antécédents de violence conjugale, il a tenté d'assassiner sa petite amie, et la dernière fois que Shelly a été vue, eh bien, c'était chez lui et des propres yeux de leur fille. Après, ce qui s'est passé reste un total mystère. Et pourquoi Shelly voulait rentrer seule chez Tyler? Peut-être qu'elle est entrée chez lui pour discuter de quelque chose, d'un certain sujet, et ce qu'elle lui a dit, eh bien ça ne lui a pas plu, et donc il l'a attaqué, il l'a tué. Ce n'est qu'une supposition, bien sûr, mais pourquoi avoir laissé sa fille seule dans la voiture? En tout cas, il est clair que si elle est rentrée seule chez lui, c'est qu'elle a voulu lui parler de quelque chose et que ça a mal tourné. Malheureusement, il n'y a pas de corps, pas de preuves, il n'y a rien. Comment prouver qu'un crime a eu lieu s'il n'y a pas de corps ni de scène de crime? Et depuis tout ce temps, lui aussi maintient son innocence. Malgré tout, il est en prison pour 12 ans, mais ce n'est pas pour le meurtre de Shelly Mook. Il reste cependant une personne d'intérêt dans cette affaire, dans l'affaire Shelly, et d'ici la fin de sa peine de prison, eh bien, j'espère vivement qu'il y aura du nouveau dans cette affaire. Voilà, merci d'avoir suivi cette affaire. J'ai hâte de vous retrouver maintenant lors d'une prochaine vidéo. À bientôt!